Bonsoir, bonjour à tous. Le retour des lives électroculture. J'espère que tout se passe bien, vous m'entendez bien. Est-ce que je vois les commentaires là? Voilà, vous pouvez commenter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais attendre un petit peu que tout le monde nous rejoigne. Ah, Richard en pole position. Salut Richard. Euh, voilà, Richard vient de nous rejoindre. On est déjà un petit groupe là. Donc on attend. Hein, Richard devient une star de l'électroculture tournesol là en ce moment. Bonsoir Catherine. Tu vois, j'ai fait un peu plus tôt pour que tu puisses participer. Mm. Voilà, ce que je trouvais rigolo, c'était qu'on est le 20 septembre. J'avais lu 20h20 2020. C'est quand même voilà, une date un peu spéciale. Hein, donc là, on va. Ah, Andrea, salut Andrea. Je vois, merci Andrea d'être là. Donc voilà, j'attends qu'on est là tous, hein. Pendant ce temps-là, je me suis préparé un bon petit verre de vin aussi, hein, comme vous voyez. Vous voyez la couleur comme elle est dorée. Vraiment, elle est magnifique. C'est un vin, c'est un Gewürztraminer alsacien, hein, donc grain noble, une sélection de grains nobles de 2007. Donc c'est vraiment, et je peux vous dire qu'il est bon et en bio, hein. Donc c'est vraiment un vin exceptionnel. Donc ça fait déjà 3 jours que je le déguste. Ah, voilà, regardez, c'est lui. Purkeljung en Alsace, hein, très bon vin, hein. Et au passage, salut David si tu vois la vidéo. Hein, David, bah, c'est la famille vigneron Purkeljung, hein. C'est David, je connais. Ah, merci. Voilà, très bon vin. Voilà, donc ben, on est déjà un petit groupe là, ben, j'attends encore un peu. Je vois que Facebook a un peu changé son organisation là, hein, il faut que je m'y retrouve aussi un peu comment ça fonctionne. Euh, bonsoir Delphine, bonsoir Gisèle, bonsoir Renaud. Ah bon, on a un beau groupe, voilà. Bah, ça me fait plaisir de revenir au live, hein, en direct. Voilà, pour ceux qui écoutent, je vais commencer dans quelques secondes, hein, le temps qu'on soit un petit groupe. Voilà, bah, vous avez vu les photos là que j'ai partagées, bah, on va un peu commenter les photos. Ouais, je vais faire ça. Donc, attends, est-ce que vous me voyez bien là? Non, là c'est un peu... Ah oui, là c'est un peu mieux au milieu. Voilà. Donc les photos, je vais regarder. Qu'est-ce que je vous ai partagé comme photo? Ben, sur une photo, vous voyez là, c'est sur une partie qui était une prairie encore l'année passée, ben, vous voyez les deux tours rondes. Donc il y a deux tours rondes. Une question qui est venue là, c'est quelle est la matière des tours rondes? Ben, c'est du céramique, hein, donc c'est du grès, du grès. Donc c'est de l'argile cuite à haute température et ça fait du grès. Hein, c'est ce qu'on appelle du grain, donc c'est très naturel. Et après, c'est vitrifié autour, hein, donc il y a une pellicule de silice, on va dire, hein, et ça vitrifie, ça fait comme du verre. Donc c'est tout à fait des matériaux naturels. Et après, on le remplit de basalte très paramagnétique. Tous les basaltes ne sont pas très paramagnétiques, hein. Il y en a qui le sont un petit peu, d'autres beaucoup. Donc, moi, je conseille naturellement de le remplir avec du basalte très paramagnétique. Et sinon, on prend ce qu'on trouve près de chez soi euh, en basalte, hein, ou en roche volcanique. Et après, je mets un chapeau dessus qui est si on n'a pas de chapeau, comme vous voyez sur l'image, alors on peut mettre un granit ou ouais, une roche de près de chez soi, de préférence, naturellement de préférence plein de cristaux et paramagnétique, donc avec d'origine volcanique. Et sinon,
Là, maintenant, je fais des chapeaux qui sont un mélange de ciment basalte, hein. Donc, je vais vous montrer là, comme ça vous voyez, euh, euh, comme ça vous le voyez. Vous voyez là. Donc, ça, c'est le chapeau, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, c'est à l'angle de 51 degrés, hein. Comme l'angle des pyramides, la pyramide classique, et aussi on retrouve cet angle-là aussi dans la pyramide nubienne. Euh, c'est un angle très important. Et, euh, et on va y revenir parce que ces angles, ces proportions, ces longueurs sacrées, c'est toutes des mesures bien spécifiques, et c'est un peu comme si on utilise des codes pour interagir avec le monde invisible, on va dire, avec les énergies qui sont en amont, avec les forces créatrices qui sont en amont de la matière, hein. Donc, on va dire que la matière apparaît comme une résultante, ou la vie, ou ce qu'on voit comme matériel, on va dire, apparaît comme une résultante de toute une dynamique dans les forces invisibles, dans les énergies subtiles et toutes les forces. Et donc, si on veut changer quelque chose dans notre monde matériel, ça sert à rien de bidouiller le matériel, parce que là, c'est trop tard. Voilà, c'est un peu comme si on prend une photo et qu'on veut changer la photo, on veut changer les causes du problème ou quoi qu'on voit sur une photo. Par exemple, on prend une photo d'une plante malade, ben, c'est pas en changeant la photo que la plante, elle retrouve la santé, hein. Voilà. Donc, il faut changer les choses en amont, dans les forces créatrices de la situation, hein. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important à comprendre, et beaucoup n'ont pas encore vraiment compris ça. Rudolf Steiner en parle aussi à sa façon de ça, hein. Ça m'a beaucoup inspiré, hein, tout le travail de Rudolf Steiner. Euh, et donc, on y reviendra aussi. Donc, voilà, donc ça c'était pour répondre à cette question de qu'est-ce qu'est une tour ronde. Donc les tours rondes aussi. Donc là, vous voyez sur cette photo qu'il y a deux tours rondes proches l'un de l'autre. Ben, quand on en met deux proches l'un de l'autre, le rayonnement et l'intensité sera bien supérieure, et on peut comme ça augmenter le rayon d'action des tours rondes. La parcelle que vous voyez où il y a ces fleurs et ces deux tours rondes, hein, donc ça c'est un peu des fleurs, des cosmos et des tournesols, et il y a aussi même du tabac que j'ai semé, planté là pour décorer, pour agrémenter le jardin. Bah, l'année passée c'était une prairie, et dû à la crise et les problèmes de notre société, ben, j'ai décidé de transformer ça en un gigantesque potager. Et donc, du coup, et j'en suis très content, j'ai pas arrosé, donc il y a eu la sécheresse, et j'ai planté principalement des pommes de terre sur cette parcelle. Donc, ça fait environ 15 mètres sur 15, un peu plus même. Et là, j'ai déjà récolté plus de 200 kilos de pommes de terre. Il y a environ 500 grammes à 1 kilo de pommes de terre par plant, en fonction des variétés, et en fonction de l'endroit, par rapport à la sécheresse, tout ça. Donc je suis très satisfait, vraiment des pommes de terre en pleine santé. J'ai très peu de problèmes de maladies. Euh, et après, j'ai encore plusieurs rangs de pommes de terre à récolter. J'en ai bien encore 6, je pense, 6 rangs de 15 mètres de long à récolter. Donc, je pense bien encore avoir euh, 100, 150 kilos, je pense, hein, voilà. Donc, il y aura assez pour moi, ma famille et certains amis autour de moi, hein. Donc, donc, voilà, mais quand on voit, ce que je veux vous dire aussi, c'est que, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. J'ai mis,
j'ai mis donc ces tours rondes en place. J'ai aussi mis des antennes magnétiques avec le fil. Donc là, on me demande souvent comment commencer, quoi faire. Ben, là, j'ai mis des tours rondes. Ça coûte pas cher et ça peut avoir une grande influence. J'ai mis les antennes magnétiques avec le fil de fer galvanisé à deux, trois endroits. Hein, j'en ai mis deux, trois pour faire des mesures, des tests. J'ai aussi mis sur certains rangs, j'ai mis du basalte. J'en ai pas encore mis partout pour voir. Euh, Maintenant, le basalte, je remarque que souvent, on voit l'effet, on voit bien plus l'effet l'année d'après. J'ai remarqué ça. Ah, dans mon jardin, en tout cas, c'est ce que je remarque. Je le vois plus avec le temps, l'effet. Mais si par exemple on plante au printemps, on met du basalte, mais qu'il pleut presque plus, etc., ben on verra pas beaucoup d'effets du basalte. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup d'effets dans les tests où j'ai mis pour la première année. Je vois souvent la deuxième année, hein. Sauf si on le met avant l'hiver. Si on le met maintenant, le basalte, là on verra bien mieux les effets au printemps, parce qu'il y aura le temps de travailler, de se mélanger au sol, les micro-organismes auront le temps de se développer, etc. Hein, mais si on le met que au printemps, là on verra moins d'effets. Hein, on le verra aussi, mais plus tard, hein, l'année d'après peut-être. Voilà, voilà, c'est ce que je remarque. Maintenant, ça dépend. Si on le mélange tout de suite à la terre, à la plantation, là, on peut aussi voir plus vite les effets aussi. Mais si on le saupoudre juste au-dessus, sur la terre, là, bah, ça va durer plus longtemps parce qu'il faut qu'il se mélange un petit peu, que la vie réponde au basalte, on va dire, qui en bénéficie. Et ça prend du temps. Euh, Bah, je dirais aussi un grand chapeau, un grand merci à Loïc pour les vidéos qu'il a fait sur le basalte, hein, en m'interviewant moi et aussi en interviewant euh, Eric Pétiot, hein, que je connais depuis, maintenant ça fait déjà presque une vingtaine d'années, hein, 19 ans je pense tout juste, hein. Je l'ai rencontré la première fois en 2001. Ça a toujours été un peu une figure que j'admire, on va dire, hein, depuis le début. Alors après, sur quelques nuances, on n'est pas d'accord sur tout, c'est normal. On est tous des chercheurs, mais globalement, c'est quand même un pionnier, une référence que je vous invite à, à- à lire ses livres et à vous intéresser à ses vidéos aussi, à son magazine. Ah, vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel pour tout le travail qu'il a fait et son ouverture d'esprit aussi. Voilà. Et tout ce qu'il apporte à l'agriculture, hein. Honnêtement, on n'est pas beaucoup comme Eric à avancer nos nouvelles idées et à montrer ce qui est faisable et réalisable, à expérimenter dans notre garage, dans nos jardins, et à partager ça et à apporter des vraies solutions, hein, vraiment des nouvelles techniques qui fonctionnent, hein, en faisant nos recherches par nous-mêmes, en réfléchissant, en ne pas avalant tout près ce que d'autres disent. Non, on réfléchit. Et j'invite chacun à réfléchir. Quand, quand on se surprend à simplement répéter ce qu'on a appris à l'école ou juste lu dans un livre, même dans un livre, hein, il faut faire attention. Il faut réfléchir, il ne faut pas tout prendre comme vrai ou comme juste. Hein. Même moi, je peux avoir écrit et dit des choses il y a quelques années, même encore aujourd'hui, sans le savoir, et me tromper. Mais ça part de ma réflexion, de mon interprétation, et une interprétation est souvent approximative et souvent
dans l'erreur, parce qu'après on évolue, on apprend, on affine ses idées, c'est par l'expérience, par les essais. Et donc, il n'y a pas de vérité dure comme de la pierre, non? Je dis ça, peut-être c'est pas tout à fait vrai, mais euh, euh, on a encore énormément à découvrir, c'est ça que je veux dire. Des, des certitudes d'aujourd'hui ne sont pas forcément si certains que ça. Voilà. C'est un exemple. Ce que j'ai eu là comme idée sur la route, c'est que, voilà, on part toujours du principe que quand il y a une maladie, imaginons en agriculture ou sur ces tomates du mildiou, voilà, ben, qu'une plante va affecter l'autre, par exemple, hein, que c'est par les spores, etc., que ça se développe, et que dès que la maladie apparaît, aïe, catastrophe, soi-disant, ça va se propager. Non, pas forcément. C'est une idée reçue, c'est une interprétation, moi je dis. Pourquoi? Imaginons que vos plantes soient en pleine santé ou à un haut degré de vitalité, sont en pleine santé. Pourquoi ils tomberaient malades? J'invite même à faire un test. Après, c'est un test qu'on n'a pas trop envie de faire, hein, mais imaginons, voilà, on a nos plantes de tomates, ils sont en pleine santé. Mais notre voisin, ou on connaît quelqu'un, ces tomates, ils ont été attaqués par le milieu, ils sont tout malades, voilà. Bah, on va prendre une plante malade et on va la frotter contre tous nos tomates, hein, ou une partie, pour faire le test. Bah, vous verrez, s'ils sont vraiment en pleine santé, ils ne tomberont pas malades. Pourquoi ils tomberaient malades? Hein, pourquoi? Ah, pour moi, c'est pas évident. Ouais, pour beaucoup qui sont dans la théorie que le germe rend malade, ils vont penser, ah oui, mais il va tomber malade. Non, non, pas forcément. Si la plante est en bonne santé, la maladie ne va pas se développer. Hein. C'est un peu comme nous aussi, les humains. J'ai un ami, Eric, qui s'appelle d'Australie, qui m'a envoyé un article très intéressant. C'était sur la tuberculose. Et bah, ceux qui avaient la tuberculose au début du siècle, bah, ils étaient mis dans des centres, c'était soi-disant très contagieux, etc. Et il y avait les soignants. Ben, il a été remarqué que les soignants, ils avaient presque pas de protection, pas comme aujourd'hui. Ben, ils tombaient pas malades de la tuberculose. Pourtant, ils étaient en contact tous les jours avec les malades de la tuberculose. Vous voyez? Donc, et c'est comme ça pour tout. Même la grippe, même toutes sortes d'autres maladies. La théorie de la contagion et qu'on se passe la maladie, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et aussi dans l'agriculture, c'est complètement faux. C'est une interprétation. C'est, c'est, et après, on essaye de faire un tas d'expériences en science pour prouver une interprétation. Ouais, c'est sûr que si on cherche et qu'on expérimente avec ce préjugé-là, bah, on trouvera toujours des raisons, hein, on trouvera toujours. Mais si on cherche maintenant à l'envers, que c'est pas comme ça, vous verrez, euh, 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 vous allez aussi découvrir un tas de choses, que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Voilà, voilà. Et donc ça, je voulais quand même dire parce que c'est une idée reçue, c'est un préjugé qui est vraiment bien ancré. Euh, Bah, un exemple, on voit sur beaucoup de cultures, quand le champ d'un agriculteur voisin tombe malade, son champ, forcément, il tombe pas forcément malade de la même maladie. Même si on a les mêmes variétés, même, même sol, etc. C'est faux. Si on regarde, on voit qu'il y a un tas d'exemples comme ça dans la vie, dans la vraie vie, qui montrent que c'est faux, donc que c'est pas si contagieux que ça. Après, il faut voir une plante pas comme un organisme. Quand vous avez un rang de tomate, vous avez un organisme aussi, une sorte d'esprit de groupe de tout votre rang de tomate ou de toute votre serre. Vous voyez, c'est comme nous.
Chaque cellule est un organisme, mais en même temps, il y a notre main qui est une entité, notre bras, notre corps humain, notre groupe auquel on appartient, notre village, notre famille, notre tribu, euh, euh, et on peut être tous atteints d'un certain mal sans forcément que ce soit contagieux vers une autre famille qui vit à côté. Vous voyez, c'est la maladie ou le ravageur, les problèmes, c'est très... on a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Ça ne fonctionne pas du tout de façon mécanistique comme on nous l'apprend. Si on regarde la maladie par l'angle de vue énergétique, bah, on est obligé de voir ça complètement différemment. Mm. Et ça, Willem Reich en a bien parlé aussi beaucoup hein, dans le livre Biopathie du cancer. Bah, il explique bien que, par exemple, quelque part, si maintenant un organisme a un cancer, bah, ça peut être une plante, un animal, bah, c'est un état global. C'est pas juste, voilà, je vais enlever la tumeur là, ou je vais ici, et le cancer a arrêté. Non, hein, je ne veux pas donner de faux espoirs ou des espoirs, mais c'est, c'est, c'est un état global. C'est un état global. C'est même un état d'esprit aussi. C'est, c'est, euh, c'est un état global, physique, émotionnel, psychologique, spirituel. À tous les niveaux, il y a un problème, on va dire. Donc, c'est pas juste en agissant sur le physique, en enlevant une tumeur, qu'on aura résolu le problème. Non. Après, le, le, la, la, la maladie ou l'état maladif persiste, on va dire, et continue d'une certaine façon. Si on n'a pas changé les autres facettes, hein, ou les autres, ou l'état d'esprit aussi, hein, ou l'énergie du lieu, ou l'énergie de son corps, etc. Donc, bah, dans un jardin, dans un champ, c'est pareil. Une maladie, c'est un état global. C'est peut-être lié au sol, mais c'est aussi lié à l'agriculture, à son état d'esprit peut-être. C'est lié aux plantes, à l'histoire de la plante, à peut-être que les semences viennent de ci et de ça. C'est une histoire, c'est pas juste une graine avec tant de protéines, tant de ci, tant de ça, et peut-être quelques germes de ci et de ça. Il y a des millions de germes dans l'air, dans le sol. C'est pas un problème. Tout est vie sur Terre, et tant mieux que tout est vie. Il faut qu'il y ait plein de germes. Il en faut un maximum, je dirais. Il faut de la vie partout. Mais naturellement, il faut créer les conditions que c'est la vie qu'on aime qui se développe, pas la pourriture. Hein, voilà. Là, aujourd'hui, dans un certain monde agricole et dans une certaine façon de voir la société, ce qui se développe, c'est la pourriture, hein. C'est la corruption, c'est le mensonge, voilà. Ben, dans l'agriculture, c'est pareil. Il ne faut pas venir dire que quand on pulvérise un produit toxique sur une plante, que c'est bon pour la santé. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter de s'excuser, d'essayer de trouver. Non, il faut admettre les choses. Déjà, rien. Il faut admettre simplement les choses qu'on sait. Voilà. Après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et après, à partir de là, voir comment on peut résoudre ces problèmes ou réduire les problèmes toxiques, comment on peut changer sa façon de faire, hein. Mais il faut déjà admettre les choses et arrêter d'essayer de trouver des excuses, parce qu'il y en a beaucoup comme ça. On est tous comme ça dans nos vies, hein, ouais, mais on a toujours fait comme ça, ou ah, je peux pas faire autrement, ah, c'est pas si toxique que ça, et ci et ça. Ah, mais il faut utiliser. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. Et il faut voir la réalité comme elle est. Et ça, Willem Reich, il explique bien aussi, c'est que l'humain, il déteste voir la réalité, hein, quelque part. Il déteste reconnaître ses erreurs. Il va toujours essayer de tourner autour, de nier, et ça va jusqu'à corrompre tout son esprit. Et
Et si on veut faire de l'électroculture ou si on veut œuvrer avec la nature, c'est déjà voir la réalité. C'est déjà, si on veut œuvrer avec la nature, bah la nature, les plantes, les animaux, on ne peut pas les tromper. Si on est en train de les tromper, de se tromper soi-même, eux, ils le savent. Et donc, on est en train alors de transmettre des énergies de tromperie, de mensonges, de fuite, de, où on esquive les problèmes, etc. Mais la nature, elle nous regarde. Elle nous regarde, voilà. Quand est-ce que tu vas te réveiller un jour, bon Dieu? Hein, le bon Dieu, lui, il est réveillé. Mais toi, hein, quand est-ce que tu vas te réveiller au lieu de dire des bêtises pareilles, hein? Et, et les plantes, c'est pareil. Eux, ils savent très bien ce qui est bon pour eux. Et s'ils vont pas bien, bah, c'est comme s'ils nous regardent et qu'ils disent, mais quand est-ce que tu vas vraiment voir nos besoins, nos réels besoins et arrêter de nous maltraiter comme ça? Parce que nous, on est là. Je pense que le message de la nature, de tout être vivant, c'est de vouloir s'épanouir. Ils sont prêts à s'épanouir. Mais on a chacun un rôle à faire, à aider, à, à optimiser l'environnement comme on peut euh, pour, euh, pour aider à l'épanouissement, hein. Par exemple, bah, la plante a besoin de pluie, par exemple, bah, elle attend que la pluie tombe, mais s'il n'y a pas assez de pluie, bah, forcément, elle sera moins épanouie que si la pluie tombe, hein. Bah, un exemple, chaque être vivant sur Terre a un rôle à jouer, même l'humain. L'humain en fait partie de ce concert sur Terre. Concert ou cancer en ce moment, hein, mais on peut tout à fait jouer un rôle bienfaiteur dans la nature. Ah, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une petite coupure. Est-ce que vous me voyez encore? Parce que là, il y a une coupure qui est apparue. Arrêtez la vidéo en direct. Ah, il dit qu'il y a un problème. Nous rencontrons des problèmes pour lire cette vidéo. Bah, je vais couper et recommencer. C'est là qu'on parle de pouvoir des hommes. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez encore ou pas? Ah, vous me voyez? Parce que moi, je me vois plus. C'est pour ça. Tout est bon ici, il dit. Ah, David dit, where can I find? Oui, tout va bien. Ah, c'est bizarre, ben, moi, je me vois pas. Comment on va faire? Ben, je vais continuer peut-être quand même, comme ça. Ouais. Donc c'est bon, vous me voyez? Ouais, ah, bonsoir Mathieu, bonsoir Raymond, bonsoir Raphaël. Euh, ah bah vous me dites tous que tout va bien, donc euh, ouais, tout va bien. Donc bah je vais continuer, mais je me vois plus. Alors ça fait bizarre, donc je ne sais pas si ça coupe ou pas. Euh, donc, euh, donc, où est-ce que j'en étais? Ouais. Donc je vais faire un peu. Ah, excusez-moi pour ce petit passage à vide. Euh, donc voilà, est-ce que je me vois en direct par une autre fenêtre? Je vais essayer ça, de me voir en direct par une autre fenêtre. Ça risque d'être un peu décalé, je pense, mais c'est pas grave. Voilà, allez sortez en attendant que ça s'ouvre. Ce qui est marrant, c'est que bah, vous voyez le rouge-gorge là, hein? Bah, ça faisait longtemps que je l'avais plus vu le rouge-gorge. Et là, les derniers jours, il est réapparu dans le jardin, sur ma terrasse, on va dire, ou dans la cour,
quand on mange. Et, euh, et c'était comme pour me dire quelque chose, et voilà, ben maintenant j'ai compris, c'est pour me dire, voilà, on reprend les lives maintenant. Ah, voilà, voilà. Ah ben là, je me vois en décalé, mais c'est pas grave. Mais comme ça, je vois que ça fonctionne. Ouais, c'est bizarre que je me vois plus là. Je sais pas comment faire ça. Comment faire? Euh, Ah, excusez-moi, je vais juste cliquer sur rafraîchir l'image. Peut-être que là, ça fonctionnera ou ça va couper. Donc, un instant, on va cette page demain. Ah non, alors il veut couper. Non, ça je vais pas faire. Bah voilà, je continue. Donc, je vois pas si je suis bien cadré ou pas, mais c'est pas grave. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, je racontais par rapport qu'on peut avoir un rôle bienfaiteur dans la société, comme dans nos jardins, dans nos cultures, dans nos champs. Ou un rôle où nous-mêmes on est une cause de maladie quelque part. Ah, donc si on prend une posture ou une attitude ou un état d'esprit maladif, on va dire. Hein. Donc ça joue un grand rôle. Hein. C'est vraiment très important notre état d'esprit. Hein. Tout commence par là. Ça voit que toute matière, j'avais une fois lu ça, mais c'est vraiment vrai. Hein, toute matière qu'on voit, une caisse, un vélo, je sais pas moi, une vis, une perceuse, une machine, ben, tout a commencé avec une idée. Une idée. Et après, il y a des énergies qui sont mises en branle et on a réalisé ça dans la matière. Ben, un jardin, aider les plantes à pousser, etc., ben, ça commence aussi avec une idée quelque part. Voilà. On a d'abord une idée de comment on aimerait voir son jardin. Et après, on la cultive. C'est un peu comme un sculpteur ou même un agriculteur, hein, il a une idée comment il aimerait voir sa ferme, comment il aimerait voir prospérer, comment il aimerait voir le bien-être de ses plantes, les résultats qu'il a. Euh, un exemple, il y a Romu, je ne sais maintenant plus exactement comment il s'appelle, qui témoigne souvent, il prend une photo de son échoppe au marché. Plein de beaux légumes, on voit qu'ils sont pleins de vitalité en Bretagne, à Vannes. Donc lui, c'est un gars qui est venu à mon stage il y a déjà de nombreuses années quand j'étais venu en Bretagne faire des stages. Et ben, il réussit très bien ses cultures avec l'aide des techniques d'électroculture et sa façon de faire divers et variés. Et on voit que ces légumes vraiment, ils respirent la vitalité. Il y a vraiment de l'énergie. On le voit déjà sur la photo, on le ressent. Ben, c'est ça, c'est un état d'esprit. Et on voit qu'il a un état d'esprit positif aussi, parce que sinon on n'arrive pas à ces résultats. C'est impossible. Donc l'état d'esprit est vraiment primordial. Il y a encore une personne qui m'avait contacté il n'y a pas longtemps, qui n'avait pas de résultats avec certaines techniques. Mais déjà, rien qu'à voir euh, la photo qu'il partage, etc., ben, je sentais déjà qu'il y avait un problème au niveau de son état d'esprit. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé après. Hein. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus insister à utiliser une technique si on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, qu'on veut juste faire comme ça, mais on n'y croit pas trop, on n'y croit pas vraiment. Enfin, au fond de soi, on n'y croit pas. Bon, alors ne faites pas tout simplement, ne perdez pas votre temps. Hein. Faites que les choses dans lesquelles vous croyez. Hein. Expérimenter après, ou expérimenter un peu des choses si vous voulez. Mais quelque part, ça sert à rien de faire des choses dans lesquelles on ne croit pas. C'est qu'on n'est pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour être infirmier, infirmière, ou je sais pas moi, ou comptable, hein, ou autre chose, mais peut-être pas pour faire le jardin. Si vous y croyez pas, si vous faites tout de travers. Hein. Je ne sais pas, il y a besoin de tout pour faire un monde, mais chacun a besoin de trouver sa voie à s'écouter déjà
Et tout le monde n'est pas jardinier, tout le monde n'est pas agriculteur, mais je pense que beaucoup peuvent l'être et peuvent être des très bons agriculteurs et des très bons jardiniers, jardinières, hein. Euh, mais l'important, c'est déjà aussi de chacun trouver un peu sa voie, de faire ce qui nous passionne, ce qui nous aspire, ce qu'on aime, et avec les techniques qui nous correspondent aussi. Ça sert à rien d'insister sur des techniques qu'on ressent pas, hein. Voilà. Ah, bonsoir Geert. Donc Geert, tu connais. Bonsoir Fred, bonsoir Séverine. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que là, moi, je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas. Ouais. Donc il y a une petite pause. Allez, sautez, hein. Ben, je vais continuer à commenter les photos là. Donc j'étais là à la photo avec les deux tours, les tournesols là. Donc c'est des tournesols qui ont poussé dans la sécheresse, sans aucun arrosage. Ah, si, j'ai quand même peut-être donné juste à quelques tournesols un petit peu d'eau, mais vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment peut-être trois quatre fois sur toute la saison là, hein. Et un petit peu, hein, pas suffisamment, mais même pas tous. Euh, Bah, je suis quand même content, ils poussent quand même bien. Après, c'est pas les années records chez moi, hein, pour les tournesols, mais quand même, ils sont beaux. Euh, ah oui, voilà, la deuxième photo, vous voyez quelqu'un demande à quoi ça sert. C'est, vous voyez comme une roue de vélo avec des cônes dessus et une perceuse en dessous. Et en bas à gauche, vous voyez, c'est un dispositif pour générer des ions négatifs, hein. Donc, basé sur le plan de d'un Italien, là, maintenant je trouve plus son nom, j'ai pas la mémoire trop des prénoms, des noms, mais c'est un Italien qui est très connu pour ses recherches et de son côté lanceur d'alerte par rapport aux aérosols, les épandages des avions et la modification du climat. Et donc lui conseille de faire des générateurs d'ions négatifs à l'extérieur pour générer en masse des ions négatifs euh, pour nourrir d'une certaine façon les nuages et aider à dépolluer, pour aider à faire pleuvoir. Et donc moi j'expérimente aussi avec ça. Et après, la roue là que vous voyez, la roue de vélo, ben, elle tourne sur la perceuse à basse vitesse et il y a des cônes dessus. Ben, ça, c'est basé sur les recherches de, bah, il y a la spirale aussi, hein, donc ça peut faire penser aux travaux de Luigi Higuina, hein, pour ceux qui connaissent, qui arrivait aussi à modifier le temps en faisant tourner une sorte d'hélice, comme une hélice d'hélicoptère, euh, une grande hélice avec plein de spirales dessus, hein. Donc, où est-ce qu'on en est là? Ouais. Est-ce que vous me voyez toujours? Ah oui, voilà, plateau tournant. Ouais. Ah, bonsoir Eric. Bonsoir Romain. Bonsoir Jean-Paul. Ça fait plaisir de te revoir aussi. Donc, et donc ça c'est un dispositif ouais, que je dis artistique, hein, mais c'est des expériences, on va dire, hein, de bricolage. Pour quelqu'un très rationnel, il va rien comprendre à ce que je vais raconter là et à ce qu'il voit, hein, parce que voilà, je vais pas faire toute la théorie maintenant là, mais ce qu'il y a derrière. Mais pour ceux qui connaissent déjà un peu, donc c'est basé sur les travaux de Wilhelm Reich et de, je sais pas si vous voyez bien, Trevor Constable James, hein, qui lui était un chercheur indépendant
qui a continué les recherches sur la modification du temps et sur le fait d'aider, de générer la pluie sur les recherches de Wilhelm Reich, hein. Et donc vous avez aussi le livre là de The Cosmic Pulse of Life, qui est très intéressant, hein, de Trevor Constable James, hein, très intéressant aussi, hein. Euh, et, euh, et là aussi, après lui, il s'intéresse aussi aux ovnis, mais ouais, ça c'est un autre sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'ingénierie de la pluie. Comment générer la pluie? Parce que ça, c'est un gros problème, hein. C'est vraiment une solution qu'on aimerait trouver, là. C'est comment générer la pluie dans ces temps de sécheresse, hein. Donc, vous voyez, ça, c'est un livre aussi. Hidden History, Rain Engineering and UFO Reality de Trevor Constable James, hein. Très intéressant aussi. Et donc, ça parle des énergies subtiles, ça parle des énergies éthériques, ça parle de comment un nuage se forme, comment la pluie se crée. C'est vraiment extrêmement intéressant et ça permet de comprendre la vie en général aussi beaucoup mieux. Parce que c'est, on va dire, c'est comment remettre en route, remettre en mouvement les forces de vie. Parce que la différence entre un temps avec des pluies régulières et un temps sec, bah, c'est la vie aussi. C'est, la pluie, ça amène la vie. L'eau, ça amène la vie. Le sec, ça amène la mort. C'est le désert. C'est mort, hein. Dès qu'il pleut, il y a à nouveau de la vie. Mais sinon, il y a, il y a très peu de vie dans un désert comparé à la forêt tropicale, hein, on est d'accord. Donc, il y a vraiment... euh, et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre et le fait d'étudier ce sujet du temps permet d'apprendre et de comprendre énormément de choses sur ce qu'est la vie et comment la vie se développe. Et donc, ça peut être utile pour dans nos jardins et dans les champs. Et là, on voit aussi, moi je suis convaincu de ça, c'est que le fait, le temps qu'on vit, le temps, à l'ère du temps, ah, c'est le mot aussi qui convient, l'ère du temps, ben, ça correspond aussi à l'atmosphère psychologique de nos sociétés, des humains. Par exemple, là, on peut vivre en mode sécheresse, là, mais je suis sûr que si il y a, s'il pleut une fois bien, là, comme il a plu là dans le sud, etc., ben, il y en a beaucoup, ils vont se plaindre. Ah, et voilà, il y a une fois un peu beaucoup de pluie, là, ils vont déjà se plaindre parce que leur voiture est cassée, parce que ci, parce que ça, mais soyez contents. Bah, après, si votre voiture est emportée ou votre maison, etc., bah, c'est que déjà, il n'y a peut-être pas construit à la bon endroit. Il faut accepter aussi, c'est un peu triste, mais il faut quand même accepter les forces de la nature. Elles existent, hein, elles existaient déjà avant que la maison soit construite ou que la voiture soit parquée sur le parking. Donc, il faut, il faut accepter qu'on vit dans un monde avec les forces de la nature. C'est à nous de nous adapter et c'est à nous de reconnaître ces forces dont on fait partie et de ne pas essayer de vouloir la modifier juste pour notre petit confort. Parce que là ça commence à bien faire notre petit confort, hein. Et, il faut retrouver cette reliance à la nature et comprendre pourquoi ça arrive tout ça. Si vous avez des phénomènes de sécheresse comme ça, ben, ça correspond à une certaine sécheresse d'esprit, je dirais. Et après, à tout ce que ça amène de techniques d'ingénierie, de modification du climat par la pollution, par les aérosols, par les épandages des avions, par les ondes, ben, tout ça, ça correspond à un état d'esprit de la société humaine aussi, hein. Euh, on veut forcer les choses, où
où on est dans le mal, dans le négatif, et après on crée du négatif, hein. Et pour sortir de ça, ben déjà il faut reconnaître soi-même son état d'esprit, hein. On n'est pas tous des anges, hein, et on a tous fait des choses mal aussi dans sa vie, un jour ou l'autre, où on a tous des points d'amélioration à faire, et je pense que ça c'est très important à reconnaître déjà pour soi, et après ben, à commencer à réfléchir et à étudier comment on va améliorer ça, parce qu'après on va rayonner ça autour de nous. Et les techniques d'électroculture, ben, ça permet de participer à créer un environnement qui est plus positif et qui va automatiquement aussi influencer le temps. Et ça, on l'a remarqué là plusieurs déjà, hein, Raphaël par exemple, Émeric, hein, et d'autres du réseau électroculture, c'est que partout on a mis des tours rondes, hein, comme ça, vous voyez la tour ronde, hein. Euh, Partout où on a mis des tours rondes, ben, on a remarqué qu'il y a eu des changements dans le temps, localement, hein. Par exemple, des endroits où il pleuvait très rarement, où, où il fallait déjà qu'il pleut déjà partout pour qu'il pleuve aussi à cet endroit, mais rarement, il n'y avait jamais des pluies localisées à cet endroit. Ben, on voit qu'il y a des jardins où maintenant, parfois, il y a une pluie localisée sur le jardin ou sur le village où on a installé des tours rondes, par exemple, et qui avait pas avant. Ou que la pluviométrie, la quantité est un peu supérieure que autour. Donc il y a des phénomènes locaux qui favorisent la vie, qui sont dans la démarche de favoriser la vie. Ça peut être aussi l'inverse, dans le sens que quand il y a la grêle, ben, qu'il n'y a pas de grêle localement, mais qu'il y en a plus loin, ou que sur place c'est de la pluie, et un peu plus loin c'est de la grêle. Parce que la grêle, ça correspond à des énergies négatives aussi. Et ça peut vraiment être très local, hein. Tout ça, c'est documenté. À documenter, il y a beaucoup de recherches scientifiques là-dessus aussi, hein. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. C'est des choses qui sont étudiées depuis le temps qui fait, c'est quelque chose qui est étudié depuis des siècles. Et on en sait bien plus que ce qu'on nous raconte à la météo, hein, à la télé, hein. On en sait bien plus. Quand on commence à étudier les livres, les témoignages, ce qui a été fait dans le passé, mais très intéressant. Bah, par exemple, la grêle, il y a un livre que je vous montrerai dans un autre live, c'est que, parce que là je ne l'ai pas tout près de moi, là, c'est c'est un livre sur les paratonnerres et l'électricité atmosphérique. C'est un livre qui a plus d'un siècle. Et ils en parlent bien de l'influence de ces antennes sur le temps et contre la grêle. Et ça s'appelle d'ailleurs des. Ils parlent d'antennes paratonnerres, à deux paratonnerres et de paragrêle. Bah, c'est pas pour rien que ça s'appelle paragrêle, c'est parce que ça protégeait les bâtiments de la grêle et c'était juste des pointes. Ah, c'était pas juste des paratonnerres, c'était aussi des paragrêles. Et le principe de fonctionnement des paragrès, c'est qu'ils en plantaient énormément. Ah, ils en plantaient beaucoup, beaucoup. Et ça fait penser au grillage, vous voyez, autour des bâtiments de nobles ou de riches ou à des gens de bâtiments aisés, on va dire. Ben, vous avez parfois des grillages avec plein de pointes dessus. Ben, ça a un effet paragrêle aussi, ça. Ça peut avoir un effet, hein. Donc, donc ça a un effet sur le temps et donc aussi sur la végétation, hein, sur toute la végétation. Tout est lié. Donc où est-ce que j'en suis là? Ouais. Euh, ouais, donc là je vais limiter aujourd'hui à moins d'une heure ou une heure. Je vois qu'on est déjà à 50 minutes quasiment. Mais je vais en refaire un assez vite parce que là, j'ai pas dit un quart de tout ce que je voulais vous raconter comme d'habitude. Mais voilà, c'est pas grave. Mais ça me fait plaisir d'avoir recommencé les lives et de vous retrouver. Donc, je vais essayer de résoudre ces petits problèmes techniques aussi pour le prochain live.
Donc, le temps, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Ah, je vais continuer là-dessus jusqu'à la fin pour cette fois-ci. Et donc là, je suis en train d'expérimenter ça. Et comme vous voyez sur la photo, il y a des cônes. Pourquoi il y a des cônes? Ben, ça, c'est basé sur les recherches de Trevor Constable James. C'est que lui, à la fin, il faisait tourner des sortes de cônes. euh, euh, Ils étaient un peu différents, hein, quand même, ces cônes à lui. Je vais vous montrer une image. Après, les photos sont pas très, très claires, mais attendez, je vais voir si je trouve là. Mais bah, regardez, lui, il arrivait à faire des orages, des éclairs, même des inondations et tout. Ah, il arrivait à faire de la pluie. Il arrivait même à faire de la pluie en haute pression. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est très difficile de faire de la pluie quand il y a de la haute pression, quand la pression atmosphérique est haute, hein. Ben lui, avec ses techniques, il comprenait tellement comment ça fonctionnait au niveau des énergies subtiles, des énergies éthériques, de l'orgone, tout ça, comme William Reich en parle, qu'il arrivait même à faire pleuvoir en haute pression, hein. Donc lui, Trevor Constable James, c'est un gars, il a commencé ses recherches fin des années 60 et pour finir sa vie vers fin des années 90 ou début 2000, quelque chose comme ça. Il a eu une vie très riche. Euh, euh, un point commun de beaucoup de ces chercheurs comme Luigi Guina, Trevor Constable James, William Reich et autres, c'est que ils en ont quelque part, ils en ont rien à foutre ce que les autres pensent d'eux. Et ça, je peux vous dire que ça libère, hein. C'est que beaucoup, je vois beaucoup dans l'agriculture, dans les jardins, ils sont embêtés. Ah oui, mais qu'est-ce que mon voisin va penser de moi si je mets une antenne, si je fais ci, si je fais ça, mais arrête. Mais n'y pensez même pas ce qu'ils pensent de vous, mais qu'est-ce qu'on en a, qu'est-ce qu'on s'en fout vraiment? Et, et, euh, et quelque part, on connaît, il y en a un dans les réseaux qui a un super jardin magnifique. Il y a des voisins qui se plaignent et eux, leur propre jardin des voisins, il est vraiment misérable, hein, et alors, c'est eux qui vont donner des leçons à celui qui a le plus beau jardin. Mais hein, c'est le monde à l'envers. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Vous faites comme vous le sentez. Si vous êtes dans la loi, il n'y a pas de souci, et les voisins, ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, en général, vous savez, les autres, ils pensent rien du tout simplement. Ils ne pensent même pas. Il faut que répéter des préjugés de la télé ou de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont été endoctrinés, mais voilà, ça n'a aucune importance. Voilà, faites juste ce que vous pensez être juste, voilà, et vous verrez qu'il n'y a vraiment pas de problème à ça. Et parce que si on veut progresser, forcément, il faudra faire différemment, hein. Il ne faudra pas faire comme tout le monde, hein. Hein. Si on fait comme tout le monde, c'est sûr que ça ne va pas aller, hein. Là, on est encore une minorité et on sera encore un petit temps une minorité qui grandit, certes, hein, qui grandit très fortement, euh, mais on est quand même encore une minorité, donc forcément, quand on fait des choses bien, quand on est dans les forces de la vie, dans les énergies de vie, forcément, ça va déranger. Forcément. Parce que ça va déranger les concepts, les préjugés, l'endoctrinement des uns et des autres qui ne vont pas supporter. C'est normal. C'est normal. Parce que ça demande une démarche, ça demande quelque part de l'énergie, de oser, d'avoir du courage, de reconnaître ses erreurs. Et quand on voit quelqu'un qui a du succès en faisant, hein, ou des réussites euh, euh, en faisant différemment, en ne pas en faisant différemment, pour beaucoup de gens, ils deviennent, ceux qui sont dans des énergies négatives, ils vont forcément, il y en a, ils vont devenir jaloux, ils vont ils vont essayer de trouver des problèmes où il n'y en a pas.
Ça a toujours existé et ça existera, j'espère, pas trop longtemps encore, mais voilà, ça existe, hein. Euh, euh, et ça va pas se guérir. Euh, euh, voilà, très vite, hein, mais c'est un mot de la société, c'est comme ça. Donc, on peut rester aussi relativement discret pour éviter les problèmes, mais il faut quand même être conscient de la société humaine. Voilà. Et donc, pour revenir au temps, hein, voilà, si vous faites des choses, faites les choses de façon artistique, comme ça vous pouvez toujours dire que vous êtes un artiste, que vous êtes intéressé à l'art, et, voilà, vous faites de l'art contemporain, n'importe. Hein, et donc là, ça fait rigoler tout le monde, ça donne de la bonne humeur à tout le monde, et ça c'est déjà une très bonne chose. Et donc, et donc là, ces cônes, qu'est-ce que ça fait? Donc l'idée, c'est que ça tourne environ à un rythme d'un tour par seconde, hein. Voilà, environ. Un tour par seconde ou un tout petit peu plus vite, mais pas beaucoup plus vite, hein. Voilà. Et ces cônes, quand c'est dans des dimensions sacrées, ça va créer des sortes de vortex dans l'énergie éthérique, hein, dans ce que Wilhelm Reich parle ou Gunther Waxmuth parle, l'énergie éthérique chimique. Hein, c'est pas la chimie comme on connaît en sciences classiques là. Non, c'est une sorte de forme d'éther, hein, et ça va créer des mouvements dans cette énergie éthérique. Et comme Wilhelm Reich dit, c'est que quand il y a la sécheresse et tout, c'est comme si les énergies sont stagnantes, sont bloquées. Et la vie, c'est du mouvement. Et il faut remettre du mouvement dans ces énergies et après, ça va débloquer et ça va remettre en mouvement des énergies de vie. Ça peut comme si on se met à danser quelque part. Et honnêtement, il y a 2 jours, il y avait un temps comme avant un orage, comme ça, très stressant, très tendu. Mais c'était dû aux pollutions électromagnétiques, hein, ou des expériences peut-être militaires pour euh, essayer d'empêcher la pluie. Et, euh, et après, il y avait beaucoup d'épandage d'aérosols de pollution chimique, hein, par les avions, là. Et je sentais ça très tendu. Et quand j'ai mis ça en route, c'était vers 1h30, c'était avant-hier. Tout de suite, je me suis senti mieux. Et il y avait un petit vent et le temps s'est rafraîchi, mais quasiment tout de suite, hein. Et après, quand j'ai regardé la météo, ben, on a eu quelques gouttes. Ah, c'était dimanche. Ouais, c'était dimanche. Attendez, hein. Non, non, là, aujourd'hui, on est dimanche. C'était hier. Non, c'était hier. C'était pas avant-hier, c'était hier. Ah, désolé, avec le temps, là. C'était samedi. Et donc, on a eu quelques gouttes. Donc, je suis à Ranrupt, en Alsace, à la salle C, et on a eu quelques gouttes. Après, le soir, j'ai regardé. Donc, c'était début d'après-midi. Et le soir, j'ai regardé sur la météo radar, et là, je vois aucune pluie dans toute l'Alsace, on va dire, quasiment. Sur le radar, il n'y avait aucune pluie. Après, euh, il y a eu juste quelques gouttes, hein. On n'a pas vraiment eu de la pluie, mais juste quelques gouttes. Et ce qu'il y a aussi eu, c'est que quand j'ai regardé sur le radar Ecomax, enfin, ça s'appelle Ecomax, c'est un peu le potentiel de pluie dans les nuages. Ben là, il y avait comme un rond à quelques kilomètres d'ici, avec l'épicentre ici. Il y avait un rond de nuages avec un potentiel de pluie à quelques kilomètres d'ici. Et c'était vraiment, ça faisait un cercle. Et ça correspond à ce que Trevor Constable a remarqué. Parce que lui, il faisait ça. C'était un technicien radio. C'était un technicien radio. Euh, ouais. C'était un technicien radio sur des cargos, sur des bateaux en haute mer. Et il faisait ses expériences sous les bateaux, dans le Pacifique. Et donc là, il avait des étendues sur des centaines de kilomètres euh, euh,
Et sur des kilomètres, il pouvait suivre avec le radar le temps qu'il faisait. Et il voyait que parfois, ça faisait un front de pluie tout autour du bateau, hein, ou sur une moitié, pas forcément tout autour, mais sur une moitié du cercle autour du bateau. Et ça a à voir avec le mouvement des énergies éthériques et le mouvement du bateau. Euh, j'ai pas encore tout compris à ce niveau-là, mais William Reich en parle aussi de ça. Le mouvement des énergies éthériques dans l'atmosphère ne suit pas forcément le mouvement du vent, qui est à une dimension plutôt mécanique, physique, le vent. Mais le mouvement des énergies éthériques peut être complètement le contraire ou complètement différent que le mouvement du vent, hein. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir, ça. Euh, et le mouvement des énergies éthériques peut changer aussi, comme le vent, hein. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça vient pas toujours du même sens. Voilà. Et si on veut influencer les nuages, il faut plutôt faire attention, pas au vent, mais le vent, ça joue aussi, mais au mouvement des énergies éthériques. Ça, c'est très intéressant, ça. Très intéressant. Euh, donc, du coup, voilà, cette première expérience avec cette roue de vélo semble assez prometteur. Maintenant, voilà, ils annoncent de la pluie peut-être dans les jours qui suivent. Donc, je vais bien suivre les quantités de pluie qui tombent et voir par rapport à autour. Et si je remarque encore cette demi-sphère ou ce demi-cercle ou ces influences sphériques sur le radar, ou sur les images satellites. Je suis très curieux, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à comprendre. Et ce serait vraiment super sympa si on serait plusieurs à s'intéresser au sujet, à étudier les travaux de Trevor Constable, de William Reich, de Luigi Guina, pour améliorer les conditions de vie dans nos régions et rapporter la pluie. Parce que là, je vous le dis, la nature euh, en a bien besoin là, et on a un rôle à jouer. Comme on peut améliorer nos jardins, même si autour c'est pollué, on peut créer un oasis de paradis dans nos jardins. On peut aussi euh, euh, participer à aider à faire pleuvoir et à rapporter la pluie, à remettre de l'eau dans les rivières. C'est un peu, on ramène la vie. C'est Qu'est-ce qu'il y a de mal à ramener la vie? Rien. Là, on est avec les forces de la vie. Et là, vous verrez que si vous vous intéressez au sujet, ça vous intéresse réellement, ben, vous serez guidé aussi pour trouver des solutions, pour trouver des astuces. Et on sera guidé ensemble à trouver des astuces. Voilà. Et à améliorer la situation. Voilà, voilà. Ah, je suis convaincu de ça. Pour ça, vous sachez, hein, il y a un groupe Générer la pluie et le beau temps, hein, ce que j'avais créé sur Facebook. Pour ceux qui sont réellement intéressés, vous pouvez joindre le groupe et on peut expérimenter ensemble comme ça et partager ensemble nos témoignages et résultats. Voilà. Après, je partage pas tout non plus sur Facebook, hein. Ah, c'est normal, hein. Facebook, ça censure. Ça censure grave d'ailleurs en ce moment. Ben là, je vais. Aïe, on est déjà 1 heure passée, 1 h 04. Ben là, je vais finir sur une image là. Où est-ce que j'en suis là? Je vais vous mettre dans les commentaires le nom, hein, du monsieur là. C'est Trevor, de l'auteur Trevor. Ah oui, je vais vous mettre James Constable. Voilà. Voilà. Et le livre là, c'est. Ah, ou le document, Loom
Ça, c'est un des plus intéressants, hein. Loom of the Future. Et si on amène la pluie, bah, ça aide énormément l'agriculture, hein. C'est comme les antennes paratonnerres et paragrêles, ça peut aider énormément l'agriculture. Quelque part, je comprends même pas, ah si je comprends parce que c'est une sorte de maladie de l'esprit, mais et en étudiant l'œuvre de Reich, ça permet de comprendre comment on en est arrivé là dans cette société, hein. Mais quelque part, quand vous imaginez tous les dégâts que fait la sécheresse, le manque de pluie, des rivières qui arrêtent de couler comme le Doubs, donc c'est des ports, c'est des plaisanciers, c'est des activités sportives sur l'eau, donc c'est des éducateurs, c'est tout un pan du tourisme. Donc tous les gens impliqués là-dedans qui perdent leur travail, qui perdent leurs revenus parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est dans l'agriculture, c'est des pertes énormes de profits, de culture, de récolte. Donc c'est un coût énorme. Et c'est un coût énorme pour la société globalement. Et les personnes impliquées, hein, ou qui vont subir les conséquences de la sécheresse sont directement impactées financièrement. Et quand vous y pensez, il n'y en a aucun là-dedans, mais aucun, ah, allez, aucun, il y a moi, quelques autres, hein, on n'est vraiment pas beaucoup, mais il y en a, on va dire quasiment aucun qui va se dire, qui va réfléchir là un peu et qui va dire, ah ben, ce serait bien que j'étudie un peu comment générer la pluie, parce qu'il y a un nuage, pourquoi l'eau qui est là dans le ciel ne tombe pas? Est-ce qu'il ne s'est pas posé la question? Est-ce qu'il ne s'est pas dit, ah ben, il y a des scientifiques qui étudient la question, je vais un peu lire ce qu'ils écrivent, je vais un peu lire qu'est-ce qu'ils ont remarqué, je vais un peu lire si on peut peut-être faire quelque chose à notre niveau pour stimuler ou déclencher la pluie. Ben oui, on fait bien l'inverse. Avec la pollution et tout, on crée bien la sécheresse. On peut aussi faire déclencher la pluie si on veut. Il y a plein d'articles scientifiques, plein de recherches, donc qui sont accessibles. Il suffit de chercher un peu sur Internet et tout ça, et dans les livres et dans les recherches scientifiques. Ben non, il n'y en a aucun qui se met en branle et voilà, et qui commence à chercher. Non, les gens, ils sont là, ils se plaignent, bah ouais, sécheresse, ceci et ça, voilà. Hein. Mais le temps qu'il se plaint, il aurait déjà pu lire un livre et étudier la question. Hein. Et, et, euh, et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent pas plus loin que leur nez, ils vont dire, ah bah je vais récupérer l'eau, je vais faire un bassin de rétention, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc ils sont toujours dans des fausses solutions parce que c'est pas la solution. C'est, ça coûte bien moins cher à faire pleuvoir que à faire un bassin ou que à construire ou que tout un système d'irrigation, par exemple. Mais c'est ça aussi, c'est que c'est un business. La sécheresse, c'est un business. Celui qui vend les bidons d'eau, celui qui vend l'eau comme les grosses entreprises, comme les grosses multinationales bien connues qui veulent faire un monopole de l'eau, ben, ils ne veulent pas partager et ils veulent vous la vendre très cher. La pluie, le nuage, c'est de la concurrence. Vous maintenir dans la croyance que vous ne pouvez pas influencer la pluie, c'est pour eux, c'est gros bénéfice. Vous voyez? Maintenir la croyance dans la société qu'on ne peut pas faire pleuvoir ou influencer la pluie, c'est du bénéfice. C'est le capitalisme. Et ça, il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, c'est voulu. C'est même organisé. C'est tabou. Et c'est un préjugé bien ancré, bien organisé, bien maintenu dans l'éducation. Et dans les médias, dans la météo, tout est, il nous présente tout comme un côté fataliste. Hein. Voilà, et après il faut payer. Hein. Voilà. Ah, tu veux quand même un peu d'eau, ah bah tu payes. Hein. Tu payes le système d'irrigation, tu payes l'eau, tu payes ci, tu payes ça. Voilà.
Et sous prétexte de nous aider, l'État, tout ça, bah, ils vont nous vendre l'eau au lieu de mettre leurs chercheurs en branle pour faire pleuvoir. Ils savent très bien faire pleuvoir, hein, faut pas croire. Voilà. Et donc, je pense que là, il faut vraiment comprendre ça et se mettre en branle, commencer à lire déjà. Parce que si on est à 10 à lire le même livre et après on échange entre nous, on va comprendre beaucoup plus que si on est tout seul dans notre coin. On va comprendre, on aura chacun une compréhension un peu différente et ça permet d'enrichir le sujet et de faire plus de déclics et d'aider à créer les solutions aussi. Hein. C'est un peu comme la théorie du 101e singe. Hein. Si on est à plusieurs, ben c'est comme si ça remonte à la surface de la conscience. Parce qu'on a tous les solutions en nous. Mais si on est plusieurs à réfléchir, c'est un peu comme si on va cultiver cette conscience et que ça va remonter à la surface et les solutions vont apparaître de façon beaucoup plus évidente. Voilà, j'en suis convaincu de ça. Bah, déjà, pour ceux qui me suivent, comme Catherine, comme quelques autres, depuis quelques années, bah, vous avez vu, on a quand même réussi plusieurs fois déjà à augmenter la pluviométrie ou carrément à faire pleuvoir dans des périodes où ils annonçaient pas de pluie ou très peu de pluie, et ou avoir des pluies locales. Donc, nos expériences, ils donnent déjà des résultats. Hein. Ils en donnent déjà. Donc, continuons et ça devient. Et n'arrêtons pas, parce que là, il va peut-être pleuvoir pour de vrai là, dans quelques temps. Souvent après, on se dit, ah ben c'est bon, voilà. Non, il faut qu'il pleuve vraiment sérieusement hein, et de façon plus régulière. On en aura besoin pour continuer nos expériences, même s'il pleut, parce que l'être humain aussi a un côté assez, on va dire, comment dire, euh, un fainéant, mais j'aime pas trop le mot, c'est un peu négatif, mais assez de se reposer sur ses lauriers, on va dire, c'est que voilà, dès que le problème se pose pas, ben, il ne cherche plus la solution, même si le problème peut se reposer demain. Hein. Et je pense que ça, c'est important de continuer à chercher. Même moi, hein, quand il pleut, après, je pense moins à d'autres techniques, mais je pense que c'est important de continuer à chercher à s'intéresser au sujet. Ouais. Ah oui, le livre, c'est pas en français, mais oui, Catherine, je sais, c'est pas en français. En français, il y a quasiment rien. Mais je m'en occupe. Hein. Je m'en occupe. Je vais vous mettre des articles en français et c'est dans mes projets. Hein, ça. Voilà, sur l'appui, justement. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ferai des lives que là-dessus aussi. Bah, il y a déjà la page aussi, donc je vous partagerai beaucoup de choses sur le sujet prochainement. Ouais, ben voilà, voilà. Donc, bah, je vais clôturer ce live, ce direct maintenant parce que je vais pas faire trop long. Je vais en refaire un dans les prochains jours, rapidement, je pense, donc je vous tiens au courant. Bah, au plaisir de vous revoir la prochaine fois et santé. Hein, et intéressons-nous à la pluie, remercions la nature quand il pleut aussi, c'est important. Hein, prenons conscience de la valeur et de l'importance de la pluie. Hein. Euh, Parce que la pluie a été bien trop longtemps dans les médias, dans notre éducation, dans les habitudes de notre société, a été bien trop longtemps vu comme péjoratif. Et voilà, ceux qui n'aiment pas la pluie, je vous invite à migrer au désert, hein, dans les pays désertiques si vous voulez. Hein. Mais la France n'a pas pour vocation à devenir un désert. Hein. Donc, nous, on aime la pluie. Hein. Ceux qui habitent ici en Europe,
On aime la pluie pour les bonnes récoltes et les bons légumes que ça nous procure et la verdure et la vie que ça amène. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, moi j'adore l'eau, hein. Van Doorn, hein, il y a eau dedans. Voilà. Allez, ben merci à vous tous, bonne soirée. Voilà, au plaisir, à tout bientôt, hein. Merci, au revoir.